Ce livre trace, on l'a déjà dit, je n'y reviendrai pas, une bonne trajectoire qui est la mienne propre, scolaire comme professionnelle. Et j'ai voulu surtout faire de quelques expériences, partager quelques expériences avec la jeune génération. Nos éminents devanciers, dans le métier, ont écrit de précieux ouvrages. Je crois que je les ai presque tous cités dans mon livre. Je pense au livre du doyen, l'ambassadeur Falilou Kane, Vue d'aigle, sur la diplomatie sénégalaise. Le mien est modestement une contribution à ce patrimoine intellectuel, professionnel et humain. Et j'espère qu'il répondra à ce souci premier. Et ce sentiment de satisfaction m'encouragera pour, dans les années à venir, risquer la suite de ce récit au long cours, car l'écriture est toujours un risque. Le président Ousmane Tanor Dieng l'a dit, en diplomatie, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout écrire. Si on décide de dire ou d'écrire, il faut savoir quoi écrire, quoi dire, comment l'écrire et comment le dire. C'est un métier délicat, un métier sensible. Ce livre ne comprend pas de révélation et ne parle pas de mes fonctions de ministre des Affaires étrangères pendant 5 ans. Certains peuvent être déçus parce que pensant que j'ai parlé de mes fonctions récentes. Mes fonctions récentes feront l'objet d'un ouvrage que j'ai commencé à rédiger, mais mon quinquennat diplomatique, mes 5 ans aux Affaires étrangères, que je compte publier dans 1 an. J'ai voulu, à travers ce livre, témoigner, mettre l'accent sur des choses qui me paraissent importantes. D'abord la formation à l'ENA, dans lesquelles nous avons été formés à l'école, avec des formateurs très enthousiastes, très engagés, mais nous voyons en même temps les insuffisances. C'est pourquoi j'ai voulu montrer les insuffisances de la formation. À l'époque, nous étions des promotions de 2 ou de 4, pas tellement nombreux. Aujourd'hui, les promotions sont plus nombreuses. La qualité de la formation aussi a quelque peu décliné. Ça aussi, c'est des questionnements. Donc, il faudrait que nous puissions également aider un peu à la formation. Et j'ai insisté sur la question des langues. C'est l'une des insuffisances de la formation. Nous avions, 2 heures de cours d'anglais par semaine. Pour un diplomate, je pense que c'est très insuffisant. Pas seulement l'anglais, mais il faut la formation aux langues, de manière générale. Que les diplomates puissent parler le russe. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait un diplomate de carrière qui parle russe. À moins qu'il ne l'ait appris durant son séjour à Moscou. Je ne pense pas qu'il y ait un diplomate sénégalais qui parle chinois. Passe pas. Or, la Chine, c'est le monde d'aujourd'hui et c'est le monde de demain. C'est extrêmement important. Nous avons pu diplomatiquement négocier avec la Chine pour avoir un institut Confucius à l'université. Donc, il faut que les diplomates puissent être inscrits à cet institut. C'est important. Mais le russe aussi. Parce qu'il faut parler les langues du Conseil de sécurité, c'est important. Les langues du Conseil de sécurité, c'est important. Et là, on s'en rend compte dès qu'on est à New York. Dès qu'on arrive à New York, on se rend compte des insuffisances en langue. Parce que l'anglais devient de facto la principale langue de communication. Et nous, francophones, parfois notre anglais est très limite, comme on dit. Et on est obligé à New York, il y a des facilités. Parce qu'à New York, dès que vous arrivez, vous pouvez vous inscrire gratuitement. Dans n'importe quelle langue que vous voulez. Et moi, je me suis inscrit en anglais. Et après l'anglais, je suis allé m'inscrire en chinois. J'ai dû faire 3 mois de cours de chinois. Donc, vous avez la possibilité de vous aider. Et la langue, c'est important. Je pense qu'il faut qu'on mette l'accent sur la formation en langue. Ensuite, j'ai voulu montrer qu'un cabinet ministériel chez nous, comment ça marche, comment ça fonctionne, quel est le rôle du directeur de cabinet, les rapports avec les conseillers, et les rapports entre le cabinet et le secrétariat général, qui sont des rapports qui ne sont pas toujours faciles. Le ministre d'État, Ousmane Tanor Dieng, le sait. Comment faire en sorte que le cabinet et le secrétaire général puissent travailler, parce que c'est dans un même ministère avec un seul chef.
C'est très important. Et pendant les 7 ans que j'ai été directeur de cabinet du ministre d'État, Cheikh Tidiane Gadio, mes pensées vont à lui, à Cheikh Tidiane Gadio. Pendant 7 ans, j'ai été son directeur de cabinet. J'ai essayé, avec l'ambassadeur Absouklo Diallo, que je salue, de faire en sorte qu'il y ait une harmonie entre le cabinet et le secrétaire général, parce que ça ne s'est toujours pas passé comme ça. Et ça, je pense que ça continue jusqu'à présent, c'est une excellente chose. Parler également de New York. Les Nations Unies, c'est une école de formation. C'est le lieu où s'harmonisent tous les efforts du monde. C'est un lieu où on apprend, si on va apprendre. Si on ne se limite pas seulement aux missions confiées par l'ambassadeur. Parce que l'ambassadeur vous dit, bon, vous êtes chargé de la 3e commission quand je suis arrivé. Je dis, la 3e commission, c'est quoi? Oui, vous êtes chargé des questions sociales, des droits de l'homme, des réfugiés, des personnes âgées, et ensuite des femmes, droits des femmes, et ensuite maintenant vous êtes chargé de suivre le dossier palestinien. Donc j'étais le monsieur Palestine de la mission. Et j'accompagnais l'ambassadeur qui préside le comité pour l'exercice des droits inaliénables palestiniens à toutes les réunions, et je prenais note. Donc toutes les questions concernant le Moyen-Orient, j'étais responsable. Ensuite, il me dit non, ce n'est pas suffisamment clair, vous êtes encore responsable des candidatures internationales du Sénégal. Toutes les candidatures, vous êtes chargé de leur promotion, la candidature. Donc s'il y a un candidat du Sénégal qui échoue, ce n'est pas moi, c'est vous. J'ai affaire qu'on a pu quand même faire passer beaucoup de candidatures internationales à l'époque. Je pense à la candidature de Feleiti Kama, d'André Javaz, du professeur Ndiaye, Tafsir Malik Ndiaye, et de tant d'autres. On a eu quelques échecs, mais c'est tout à fait normal. Et je parle des Nations Unies, en disant que les Nations Unies, c'est également cela. Vous avez, avant un vote, 150 promesses de vote ferme. Des pays qui vous écrivent, note verbale. Le gouvernement tel décide de soutenir la candidature de M. tel. Vous compilez vos notes verbales, 150, vous comptez. Bon, si on a 150 sur 192, 13, bon, on passe. Et vous venez le jour de l'élection, vous distribuez vos flyers, vous continuez la campagne. Le jour de l'élection, vous vous retrouvez avec 45 ou 47 votes. Et c'est ça les Nations Unies. Je me rappelle l'ambassadeur Fulci d'Italie, qui présentait son pays au Conseil de sécurité. Il s'est retrouvé avec 173 confirmations de vote ferme. C'était un grand ambassadeur à New York, très bien connu. Il avait déjà fait un rapport pour dire que, bon, il n'y a pas d'élection, c'est fini. Le jour de l'élection, l'ambassadeur Fulci n'a pas récolté 50 votes. Il sort de la salle, il dit, c'est pas possible. C'est ça les Nations Unies. On vous promet, mais les promesses ne viennent pas. Donc, les candidatures internationales, c'est extrêmement important, surtout aux Nations Unies. Le travail du Conseil de sécurité. Je salue Alioune Diagne, avec qui j'étais à New York, qui était notre ministre conseil, qui suivait le Conseil de sécurité. J'ai dit, si on veut apprendre aux Nations Unies, on apprend. On n'est pas obligé de se limiter aux compétences confiées par l'ambassadeur. Il m'arrivait, moi, de quitter ma commission et d'aller dans la commission de Omar Ba pour savoir ce qui se passe là-bas. La 2e commission, une commission aussi technique, qui s'occupe des questions économiques, développement durable, l'environnement. Donc je venais m'asseoir dans la réunion, j'écoutais, je suivais, etc., etc. De temps en temps, j'allais au Conseil de sécurité accompagner Alioune Diagne pour savoir ce qui se passe au Conseil de sécurité. Suivre. De temps en temps, j'allais à la 1re commission qu'il suivait également, le désarmement. À la 6e, les questions juridiques. Et c'est comme ça, pour les jeunes diplomates, c'est comme ça qu'on se forme aux Nations Unies, qu'on a des contacts. Et parfois, il y a beaucoup de moyens. Les jeunes diplomates n'ont pas toujours les moyens. Parce qu'il faut inviter chez soi, il faut faire payer un café, inviter au restaurant. Parce que notre législation est telle que, entre guillemets, que seul l'ambassadeur peut inviter et se faire rembourser ses frais. Et je pense qu'il faudrait de plus en plus qu'on l'élargisse, que les jeunes diplomates puissent également inviter. Ça demande des moyens, mais parce qu'il faut le faire. Les Nations Unies, c'est cela. Donc, expliquer un peu comment ça fonctionne. Les Nations Unies, pendant les 6 ans que j'ai passé là-bas, comment nous avons travaillé, Omar Ba et tous les autres diplomates qui nous ont suivis, pour montrer que chacun d'entre nous a contribué au rayonnement international du pays. Et donc, j'ai voulu rendre compte de toute cette expérience. Et en choisissant délibérément de me limiter à 2012. C'est un choix délibéré. 2012, je me suis limité à 2012, juste après la présentation de mes lettres de créance
au président ATT en 2010 et 2 ans après comme ambassadeur au Mali. Et je dirais que ce livre, pourquoi je l'ai écrit? Je l'ai écrit dans des moments aussi de stress diplomatique. Quand j'ai quitté mes fonctions de directeur de cabinet de Gadio en novembre 2009, je suis resté jusqu'en juin 2010 pour être nommé ambassadeur du Sénégal au Mali. Ça, je le dis pour l'histoire. Mais pendant tout ce temps, mai, juin, pendant 8 mois, je n'ai été associé à aucune réunion du ministère. Je n'ai reçu aucune imputation de dossier. Et pendant 8 mois, je quittais ma maison pour venir dans mon bureau, y rester jusqu'à 13 h, aller déjeuner, et 15 h revenir, y rester jusqu'à 18 h et rentrer chez moi. Pendant 8 mois, je n'ai reçu aucun courrier à traiter. Je n'ai été convié à aucune réunion, associé à aucune activité du ministère, alors que j'étais directeur de cabinet pendant 7 ans. Et c'est durant cette période que je me suis dit, au lieu de perdre mon temps ici, je vais chercher un ordinateur et écrire. Et c'est comme ça que j'ai écrit le livre. Donc tous les matins, au lieu de venir tourner les pouces jusqu'à midi, je venais à 8 h et je commençais à écrire. Et c'est comme ça que ce livre a été produit. C'est pour dire que dans nos pays, il faut que les gens soient beaucoup plus généreux. Ce n'est pas parce qu'on quitte des fonctions qu'on est laissé en rade. À l'époque, j'aurais pu beaucoup apporter à la nouvelle équipe qui a remplacé Gadio. Mais 7 ou 8 mois durant, sans imputation, sans réunion, sans mission à l'étranger. Et nommé au Mali en juin 2010. Certains m'ont dit, mais Mankeur, il ne faut pas aller au Mali, hein, parce que ça, c'est une sanction. Vous, directeur de cabinet pendant 7 ans, on vous invite au Mali. Mais ça, c'est quoi? C'est une sanction. Il faut refuser. J'ai dit, non, moi, je suis un fonctionnaire. Même si on m'affectait à Koulikoro, si Koulikoro était un État, j'irais à Koulikoro. Et je suis allé au Mali pendant 2 ans. Et c'est comme ambassadeur. Et c'est justement au Mali que j'ai mieux connu Macky Sall. Notre rencontre, c'est au Mali. Si je n'étais pas parti au Mali, je ne l'aurais jamais bien connu. C'est au Mali que je l'ai bien connu, où on a travaillé ensemble au Mali. Parce qu'il est venu au Mali, je suis allé lui rendre visite en tant qu'ambassadeur. On me dit, non, Mankeur, mais c'est pas sûr. Mais comment? Lui, c'est un opposant, vous allez lui rendre visite. Je me dis, non, mais c'est un ancien Premier ministre. Je suis ambassadeur du Sénégal, j'apprends que Macky Sall est au Mali, à Bamako. Mais je vais lui rendre visite à son hôtel. J'ai appris un jour que Moustapha Niasse et Ablaye Bathily étaient de passage et qu'ils étaient bloqués à l'aéroport. Je suis allé à l'aéroport. Je les ai trouvés, je les ai transportés dans mon véhicule pour les amener à leur hôtel. Et donc, cette sanction entre guillemets malienne m'a fait rencontrer Macky Sall, avec qui j'ai travaillé durant sa campagne comme une sorte de conseil diplomatique en rapport avec El Hadj Kassé et avec M. Alioune Badara Cissé. Si je n'étais pas parti au Mali, peut-être que Macky Sall ne me nommerait pas immédiatement après son élection ambassadeur à Paris. Et puis, 6 mois après, ministre des Affaires étrangères. C'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Donc, un diplomate ne doit refuser aucun poste. Et dans le livre, je parle de cela. Les 4 saisons, quand on vous affecte à Bamako ou à Conakry, vous considérez que c'est une sanction. Et quand vous êtes malheureux parce que votre camarade de promotion, on l'a affecté à Paris. Et c'est comme ça le climat au ministère quand il y a des affectations. Chacun va aller dans les 4 saisons, qu'on appelle les 4 saisons. Mais à Conakry, il n'y a pas de 4 saisons, encore moins à Nouakchott. Et c'est pourquoi, connaissant cela, et c'est pourquoi moi j'étais chef de la division du personnel au ministère quand je suis sorti. Donc j'étais chargé de faire des propositions d'affectation au DAGE, ensuite au secrétaire général. Et ensuite, il y avait une commission qui comprenait également les conseils diplomatiques, dans notre rappel, du président de la République et du Premier ministre qui se réunissaient et qui soumettaient des propositions au ministre qui signait. Et j'ai vu comment, pendant la période des affectations, les diplomates sont angoissés.
ils ont peur. Parce qu'ils craignent d'être affectés à Bamako, en Côte d'Ivoire. Je le sentais. Certains venaient se poser le problème. Manque, s'il te plaît, moi, il y a ma femme qui est malade, vraiment. Il y a mon enfant qui est très malade, si vous pouvez m'aider, parce que je souhaiterais aller à Paris. Tout le monde va aller à Paris, hein, chez nous, au ministère. Tout le monde va aller à Paris. C'est comme ça que ça. Et c'est pourquoi, quand j'ai été nommé ministre des Affaires étrangères, je suis venu voir le président Macky Sall. Je dis, Monsieur le Président, il y a une chose qui m'a toujours posé problème. Et vraiment, il faut faire quelque chose. Je ne sais quoi. C'est les affectations au ministère. Quel est le problème? Je dis, Monsieur le Président, vous savez, les diplomates qui sont en Afrique, surtout dans la zone de sécurité, non seulement le climat est parfois difficile, mais ils ne sont pas payés, ils ne sont pas bien payés. Je lui dis, mais moi, j'étais ambassadeur au Mali pendant 2 ans. Est-ce que vous savez que mon salaire de directeur de cabinet était supérieur à mon salaire d'ambassadeur au Mali? J'ai gagné plus comme directeur de cabinet de mes affaires étrangères à Dakar que ce que j'ai gagné comme ambassadeur au Mali. J'ai dit non, mais il faut qu'on fasse quelque chose. J'ai dit, si vous en convenez, Monsieur le Président, on prend un décret pour modifier le régime des salaires. Pour que le diplomate qui est à Bamako, Conakry, Praia, Nouakchott, Bamako, perçoive le même salaire que le diplomate qui est à Paris, New York, Washington. Et c'est ce que le président Macky Sall a fait. Ce qui fait quoi? Ce qui fait qu'aujourd'hui, mais il y a des diplomates qui sont à Paris, qui demandent à être rapprochés, à venir à Banjul, parce que vous avez le même salaire. Or, avant, c'était l'inverse. Et ça, c'est une réforme fondamentale du président. Vous êtes premier conseiller à Banjul, vous avez le même salaire que le premier conseiller qui est à Washington, qui est à Paris, qui est à New York. Le même salaire. Donc, tout le monde va aller à Banjul. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Banjul est presque rempli comme un œuf. Donc, c'est pour dire que c'est des réformes comme ça que l'expérience peut permettre de réaliser, en mettant davantage les diplomates dans les meilleures conditions de travail. Et j'ai beaucoup mis l'accent sur le rôle de la presse, sur la question de la communication diplomatique. Là aussi, il y a des réformes à faire. Presse et diplomatie ne font pas toujours bon ménage. Je l'ai dit dans le livre. Parce que la presse veut tout révéler. Et la diplomatie veut tout cacher. Pour une bonne partie. Donc il faut avoir également au ministère un bon service de presse et de communication, surtout dans ce contexte où nous vivons.